la conférence dite de Durban est censée être une conférence en faveur de l'Afrique et du monde noir, et que, comme vous savez, les pays africains eux-mêmes viennent de réadmettre Israël dans l'organisation de l'unité africaine en tant que pays observateur, c'est-à-dire en fait en tant que pays ami. Pour notre magazine hebdomadaire d'analyse géopolitique, Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient, nous nous penchons aujourd'hui sur la perspective de la conférence d'Urban IV qui doit avoir lieu en septembre prochain à New York afin de parachever le processus entamé voilà 20 ans à Durban par ce qu'on appelle la CMCR, la Conférence mondiale contre le racisme, avec toutes les ONG qui l'accompagnent. Alors pour en parler en ligne avec nous depuis Paris, Michel Gurfinkel. Michel, bonjour et shalom. Bonjour. Et je rappelle à ceux qui nous écoutent que vous êtes expert en affaires géopolitiques du Moyen-Orient, auteur de nombreux ouvrages d'analyse historique et géopolitique sur Israël et sa région, et rédacteur en chef émérite de l'hebdomadaire français Valeurs Actuelles, que vous avez dirigé de longues années, et vous êtes aussi actuellement chercheur, entre autres, au think tank américain Middle East Forum. Alors, depuis la première conférence de Durban en septembre 2001, puis à celle de Durban 2 en avril 2009 à Genève, en passant par la suivante de Durban 3 en 2011 à New York, et en perspective de cette conférence qui devrait avoir lieu à nouveau à New York en septembre prochain, on a la nette impression que cette commission contre le racisme, la CMCR, opère un retour complet à la fameuse résolution de l'Assemblée générale de l'ONU de 1974, assimilant le sionisme au racisme, et qui fut pourtant abrogée par l'ONU et par l'Assemblée générale elle-même en 1992. Oui, alors je pense que un petit rappel historique serait utile pour comprendre qu'est-ce que c'est que cette conférence. Il faut remonter aux années 1970-1980. À l'époque, comme vous vous en rappelez sans doute, comme on le sait sans doute, l'Afrique du Sud était soumise à un régime d'apartheid, de discrimination raciale, et la lutte contre ce régime était devenue une priorité pour les pays africains en général et également pour les Nations Unies. C'est dans ce cadre que des premières conférences contre l'apartheid avaient eu lieu à cette époque. En 1994, le régime de l'apartheid est aboli en Afrique du Sud à la suite du célèbre accord historique entre le premier ministre blanc de l'Afrique du Sud et le principal chef du mouvement nationaliste noir sud-africain, Nelson Mandela, qui allait devenir bientôt président, le premier président noir de l'Afrique du Sud. Et ce qui s'est passé, c'est un phénomène sociologiquement intéressant. La structure qui avait été constituée pour lutter contre l'apartheid, mais qui était devenue une structure, il y avait un secrétariat, il y avait beaucoup de gens qui travaillaient dans le cadre de cette organisation liée aux Nations Unies. Cette structure s'est trouvée un peu désemparée parce que, en quelque sorte, elle n'avait plus d'objet. Et l'idée est arrivée à ce moment-là de faire une nouvelle conférence en Afrique du Sud même, pour bien montrer la victoire contre l'apartheid, à Durban, la grande ville sur l'océan Indien de l'Afrique du Sud. Et cette conférence aurait été à la fois la suite des conférences contre l'apartheid et une nouvelle conférence contre toutes les formes de racisme. Jusque-là, l'idée pouvait paraître tout à fait intéressante. Sauf que Durban 2001, puisque cette conférence a lieu en 2001 à Durban, cette Durban 2001 s'est transformée en une machine de guerre essentiellement contre l'État d'Israël, avec des connotations ouvertement antisémites et négationnistes extrêmement violentes. Alors, il faut dire quand même une chose, c'est que il y a quelque chose de très choquant dans le fait que l'Afrique du Sud a toléré
sinon même au niveau du nouveau gouvernement sud-africain, a quasiment encouragé cette dérive, dans la mesure où le judaïsme sud-africain avait été pendant très longtemps la principale force luttant contre le régime de l'apartheid dans ce pays. Mais c'est ainsi, il s'est trouvé que non seulement la campagne contre le racisme est devenue en fait une campagne anti-israélienne, mais en plus, elle a abrité des manifestations antisémites pures, comme par exemple la diffusion d'une littérature antisémite, des protocoles de Sage de Sion, des attaques contre les participants juifs de la conférence, voire même des attaques qui ont eu lieu contre des juifs en Afrique du Sud. À la suite de tout cela, plusieurs participants de cette conférence, les États-Unis, Israël, ont décidé de se retirer dès le début de la conférence Durban 1. Ensuite, cette conférence a été un peu oubliée parce qu'il y a eu, cette conférence commence le 2 septembre 2001 et comme vous le savez, le 11 septembre, il y a les fameux attentats de New York et de Washington, et une nouvelle actualité géopolitique en quelque sorte s'impose au monde. On oublie un peu ce qui se passe à Durban, mais à Durban, on continue quand même, la conférence continue sur sa lancée et elle va se solder par des résolutions qui sont importantes dans la mesure où ces résolutions ouvrent ce qu'on appelle le processus Durban. C'est-à-dire qu'à partir de là, il y a l'idée que de nouveaux objectifs sont donnés à l'antiracisme, ou du moins à ce qui est supposé être l'antiracisme des Nations Unies. Et les nouveaux objectifs, c'est le combat contre le sionisme, le combat contre le régime dit d'apartheid, vous voyez le transfert de l'Afrique du Sud à Israël, le régime dit d'apartheid qui existerait en Israël, mais également, on voit poindre une autre revendication, c'est celle de réparation que essentiellement les pays occidentaux devraient à l'Afrique et à l'ensemble des communautés noires dans le monde au titre du racisme, au titre de la colonisation et au titre de l'esclavage. Si bien que lorsque se déroule une suite à la conférence de Durban en 2009, on va appeler ça Durban 2, non plus à Durban en Afrique du Sud, mais cette fois-ci à Genève en Suisse, mais tout de même, on va continuer à qualifier cette conférence de Durban, conférence du processus de Durban, donc Durban 2, puis Durban 3 qui se déroule en 2011 à New York, puisqu'il y a le siège des Nations Unies à New York. Dans ces deux séquelles ou suites de Durban 1, un nombre assez important de pays occidentaux, les États-Unis, le Canada, la plupart des pays de l'Union européenne, en tout cas les plus importants d'entre eux, comme le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, décident de boycotter cette nouvelle conférence. Ils estiment que cette conférence n'a aucun rapport avec ce que devrait être le vrai combat contre le racisme dans le monde. Oui, une quinzaine de pays se sont retirés en 2009, en 2011. Il faut savoir que la conférence n'a jamais réuni l'ensemble des pays des Nations Unies. En moyenne, il y a eu, généralement, c'est la plupart, et pas tous, des pays africains qui ont participé à cette conférence, plus un certain nombre de pays. Il n'y a jamais eu la totalité des pays des Nations Unies à Durban. Il y a beaucoup de pays qui ont participé aux conférences sans nécessairement approuver ce qui s'y faisait, mais il y a un certain nombre de pays, ceux que je viens de mentionner, qui, eux, ont carrément dit « nous ne pouvons pas donner l'impression que
nous souscrivons à ce qui se fait à Durban. Nous ne pouvons pas légitimer ces conférences en y participant, même de manière critique. Je voudrais également insister sur le fait que, par exemple, quand je dis que les États-Unis n'y participent pas, en 2009 et en 2011, nous sommes sous l'administration Obama, donc une administration qui est démocrate, qui est qui est certainement très favorable à l'ensemble des pays du tiers-monde, très favorable au monde islamique, très favorable à l'Afrique, qui n'est pas totalement hostile, mais qui n'est pas totalement favorable non plus à Israël. Donc, l'administration Obama, une administration selon les critères américains de gauche, l'administration Obama récuse à 2 reprises le processus de Durban. Nous sommes maintenant en 2021. Ouais, j'allais justement vous demander, Michel, quels sont, 20 ans après la première conférence de Durban, quels sont les objectifs déclarés centraux de cette nouvelle conférence, si on peut... Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que la nouvelle conférence, nous l'appelons Durban 4 parce que c'est la 4e conférence du processus de Durban. J'ai remarqué que sur un certain nombre de documents émanant des organisateurs, on commence à la qualifier de conférence Durban 20, dans la mesure où ce serait le 20e anniversaire de la première conférence de Durban. Mais pour simplifier les choses, nous allons la qualifier de conférence de Durban 4 et elle est prévue pour s'ouvrir à New York, dans les locaux des Nations Unies, le 22 septembre prochain. Alors, cette conférence, nous avons des textes, ce sont des textes qui, en quelque sorte, constitue le programme de la conférence et qui esquisse la déclaration finale qui doit être adoptée lors de cette conférence. Et qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons essentiellement 2 choses. Nous voyons d'une part la volonté de valider définitivement et faire accepter comme partie intégrante de la doctrine des Nations Unies les décisions qui ont été prises par les conférences de Durban précédentes. Or, derrière cette manière de parler apparemment neutre, il y a véritablement du poison, parce que valider le processus de Durban, c'est valider ce que je vous ai expliqué à l'instant, c'est-à-dire une dérive consistant à faire d'Israël le nouveau pays de l'apartheid, consistant donc à culpabiliser, réduire à l'état de paria l'État d'Israël. Cela peut avoir des conséquences politiques et des conséquences juridiques extrêmement graves. J'allais justement vous poser des questions, on en parlera tout à l'heure, mais quelles pourraient être les conséquences concrètes de Durban 4 ? Vous vouliez dire quelque chose avant, mais les conséquences, c'est ce qui est aussi important pour à la fois Israël et le monde. Bien, il se trouve que tout simplement, si la notion que Israël est un pays d'apartheid, Israël sera stigmatisé selon s'il s'agit bien entendu de valider tout ce qui a été fait dans les conférences d'Urban précédentes, Israël va être stigmatisé en tant que pays qui occupe illégalement des territoires palestiniens, en tant que pays qui pratique l'apartheid dans les territoires palestiniens et également parce que en fait il y a un amalgame qui est pratiqué à l'intérieur même de son territoire. À partir de là, il y a 2 raisons fondamentales, la raison d'une occupation illégale et la raison de l'apartheid, qui permettraient premièrement d'engager toutes sortes d'opérations juridiques, donc opérations juridiques diverses, de poursuites juridiques diverses contre l'État d'Israël, et qui pourraient mener à l'adoption, rendrait de plus en plus légitime et acceptable des sanctions
international contre Israël. Bien entendu, les ennemis d'Israël ont toujours cherché à faire condamner Israël et les Israéliens. Ils ont toujours cherché à provoquer l'adoption de sanctions internationales contre Israël, mais jusqu'à présent, cela n'a pas été possible, notamment parce qu'un certain nombre de pays, essentiellement les pays occidentaux, s'y sont opposés pour diverses raisons. Mais ces pays occidentaux eux-mêmes, ce sont des pays qui sont gouvernés par leur opinion publique. Dans une démocratie, c'est l'opinion publique qui est très importante. Or, l'opinion publique, en quelque sorte, elle fonctionne à partir de ce qui lui paraît être des vérités d'évidence. À force de dire, par exemple, sur le plan international, que la présence israélienne à Jérusalem-Est contrevient aux décisions de l'ONU, à force de dire que l'occupation israélienne des territoires palestiniens est contraire aux résolutions des Nations Unies. L'opinion publique, même dans les pays les plus favorables à Israël comme les États-Unis, commence peu à peu à évoluer dans un sens de plus en plus défavorable. D'où la position ambiguë de la France qui s'était retirée des précédentes conférences de Durban et qui cette fois-ci hésite encore. Alors, ce qui se passe actuellement, vous avez tout à fait raison, ce qui se passe actuellement, c'est que la France s'était retirée des conférences de Durban précédentes. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que, alors que, en gros, les pays qui ont pris l'habitude de boycotter les conférences de Durban, comme les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Allemagne, ces pays à nouveau décident de se comporter de cette façon-là, et la France, pour l'instant, ne les a pas rejoints. Alors vous allez me dire, la conférence a lieu le 22 septembre. Nous ne sommes aujourd'hui que le 26 juillet. Il n'en reste pas moins que plus la France se ralliera rapidement au boycott des pays démocratiques, plus on peut escompter que d'autres pays seront tentés de faire la même chose et que, en tout cas, au moment même où se déroulera la conférence, il y aura un peu plus de prudence qu'en temps normal. De toute manière, l'absence de ces grands pays démocratiques limite la validité, limite l'impact de Durban. En revanche, la présence, même critique, de grands pays démocratiques, et en particulier de la France, peut être considérée comme une validation, ne serait-ce que partielle, de ce qui se dit et de ce qui se décide à Durban. Alors, j'ai une dernière question. Il nous reste 2 minutes 30, c'est pas long, mais une question de fond qui est soulevée par ce dont nous parlons depuis presque 20 minutes. Et une question qui a rapport à ce qu'avait expliqué en son temps le philosophe juif français Alain Finkielkraut, notamment dans son ouvrage intitulé « La défaite de la pensée ». Il avait posé cette question, et je vous pose, à propos d'Urban 1, 2, 3 et 4, comment peut-on être aujourd'hui antisémite par antiracisme ? C'était la question de fond. Vous savez, l'antisémitisme, historiquement, nous savons qu'il a une plasticité absolument extraordinaire et qu'il ne s'est jamais embarrassé de contradictions. Je voudrais, par exemple, mentionner le fait que deux grandes religions qui sont issues du judaïsme et qui ont repris une grande partie de l'héritage du judaïsme, le christianisme et l'islam, ont néanmoins, en même temps, souvent, pas toujours, mais souvent et longtemps, eu tendance à diaboliser la source même dont ils étaient issus. Donc, il n'y a, d'un point de vue historique, et je dirais presque d'un point de vue philosophique, on ne doit pas tellement s'étonner du fait que de tels renversements soient possibles. En revanche, le problème, il est ailleurs. Le problème, c'est qu'on peut s'indigner quand
un certain nombre de pays démocratiques adoptent des résolutions sur l'antisémitisme pour combattre l'antisémitisme, et ces résolutions sont extrêmement, ces déclarations ou résolutions sont extrêmement claires et désignent bien le processus de formation de l'antisémitisme. Ils disent clairement que, par exemple, si l'on a absolument le droit de critiquer l'action du gouvernement israélien, le fait de faire d'Israël le seul pays criminel sur la terre, le fait de ne condamner qu'Israël, le fait d'envisager ouvertement la destruction de l'État et de la nation israélienne. Ça, c'est de l'antisémitisme. Alors, que d'une part, les pays démocratiques aient le mérite de déclarer cela, et que d'autre part, ils ne se mobilisent pas contre le processus de Durban, voilà qui est évidemment extrêmement préoccupant. Mais je voudrais terminer par quand même rapidement, parce que notre temps est presque terminé. Non, mais je dirais simplement une chose très simple, c'est que la conférence dite de Durban est censée être une conférence en faveur de l'Afrique et du monde noir, et que, comme vous savez, les pays africains eux-mêmes viennent de réadmettre Israël dans l'organisation de l'unité africaine en tant que pays observateur, c'est-à-dire en fait en tant que pays ami. Très intéressant, on n'en est pas à une contradiction près. En tout cas, je vous remercie de tout ce que vous nous avez rappelé. Merci aussi aux éditeurs de nous avoir écoutés. Et je dis à tout le monde à la semaine prochaine. À bientôt.